Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver pour ce lancement des amphis. Et on est très, très heureux de vous retrouver nombreux. Et puis on va vous présenter aujourd'hui un outil qui va vous accompagner dans cette campagne électorale des élections municipales, qui est le répertoire des radicalités concrètes, qui est une sorte de bilan des élus insoumis. Donc c'est une compilation des actions qui ont été menées par nos élus insoumis et citoyens, qu'ils soient à la tête d'une commune, qu'ils soient dans une majorité ou qu'ils soient dans l'opposition. Et donc ce sont les actions politiques qu'ils ont menées pendant leur mandat. Cet outil reprend l'action de nos élus depuis 2020. C'est donc leur bilan et force est de constater qu'ils ont fait un travail formidable et on les remercie. Juste une petite précision, cet outil n'est pas un nouvel outil en soi, puisque dès 2014, un premier outil de ce type-là avait été créé, qui s'appelait déjà le répertoire des radicalités concrètes, dans le cadre du parti de gauche, sous la plume notamment de Gabriel Amar, qui est maintenant député du Rhône, et de Elisa Martin, ici présente. Et donc cet outil il a été réalisé avec le réseau des élus dans le cadre de l'espace que je co-anime, l'espace élections et élus. Et donc il a été fait grâce aux remontées de nos élus, que donc nos élus nous ont fait tous ces derniers mois, et on les remercie vivement de l'ensemble des actions qu'ils nous ont remontées et qui ont permis la rédaction de ce répertoire. Merci à eux pour ce travail. Merci à eux d'être toujours au service du bien commun. Et donc, je vous disais, il a été coordonné donc, par l'espace que je co-anime avec Paul Vanier et également par le réseau des élus insoumis et citoyens qui est coprésidé par Maxime Da Silva. Alors, c'est une structure associative qui est organisée également par avec des associations départementales que rejoignent les élus insoumis citoyens, et on espère bien qu'à l'issue de l'élection municipale de mars 2026, vous serez nombreux parmi nous là aujourd'hui à rejoindre ce réseau des élus. Et les membres donc bénéficient d'un badge du réseau des élus, comme le montre Maxime ici sur sa chemise. Et son objectif, c'est d'être une structure au service des élus, avec des outils de coordination, des outils d'entraide, des visios nationales qui ont lieu régulièrement, des newsletters, des formations, des boucles de liaison, du partage d'expériences, etc. Cet outil, donc, il reprend le schéma, pour vous permettre de faire le lien avec la boîte à outils programmatique, il reprend le schéma de la boîte à outils programmatique qui est sur le site avec les 4 grandes parties. C'est-à-dire la révolution citoyenne, la planification écologique, fortifier l'entraide et construire la nouvelle France. Et donc ça va vraiment être un outil qui va vous accompagner pendant cette campagne électorale, puisque ce sont autant de preuves par l'exemple que lorsque les insoumis et les insoumises sont en responsabilité, eh bien, ils peuvent décliner localement notre programme de rupture, l'avenir en commun. Donc c'est un élément, et donc vous aviez déjà dans la boîte à outils programmatique quelques exemples, quelques illustrations, vous avez dû voir, quelques petites illustrations de ces radicalités concrètes, de ces preuves par l'exemple, de ce que font concrètement les élus sur le terrain, et donc là vous avez ce répertoire. Alors pour vous présenter cet outil, parce qu'on ne va pas pouvoir vous le présenter en totalité, et on voudrait avoir un échange également avec vous, on a choisi de faire un focus sur 4 éléments: les services publics, l'implication citoyenne, les solidarités et l'écologie. Et à l'issue de cette présentation, on aura un temps d'échange. Alors pour faire cette présentation, on aura tout d'abord donc Elisa Martin, à ma gauche, qui est députée France Insoumise de l'Isère et qui est membre de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale. On a à ma droite Cyrine Béchouel, co-animatrice du pôle Atelier citoyen. Maxime Da Silva, que j'ai cité tout à l'heure, coprésident du réseau des élus insoumis et citoyens, et Guilhem Serriès, également à ma droite, qui est co-animateur du pôle formation des élus. Voilà, je vous remercie. On va tout de suite donner la parole à Elisa. On enchaînera et ensuite on aura un temps d'échange. Merci à vous. Bien, bonjour à tout le monde. Merci Séverine. Je veux d'abord remercier l'ensemble des militants
insoumis qui sont mobilisés pour qu'on puisse s'organiser dans de si bonnes conditions et dans un si beau lieu. Et bien sûr, vous remercier d'être présents. Sans plus attendre, j'attaque le cœur de notre sujet, qui est donc les municipales, qui auront lieu donc au mois de mars, donc dans quelques mois, qui sera un mouvement et un moment profondément politique, puisque le peuple, dont on sait que l'opinion a été écrasée par Macron, puisqu'il n'a pas respecté le résultat des législatives, et donc dans un contexte que moi je dis démocratique, le peuple va pouvoir se reprononcer et sans nul doute, en plus là, on sera bien obligé de respecter le résultat, et donc sans nul doute, les citoyens vont-ils se mobiliser. Donc ça sera sans doute un moment qui sera un moment très politique. Bien évidemment, inutile de nier le fait que la situation financière des collectivités est évidemment fort difficile et que la question de l'austérité s'applique à elle. On a eu moins 8 milliards sur ce budget. On peut imaginer, de ce que l'on sait, qu'on sera quasiment à 10 milliards de dotation, donc en moins, pour les collectivités, pour le budget. Bien, c'est comme ça. Bon. C'est un élément du débat et un élément de notre mobilisation. Ça signifie donc que nous allons avoir une posture d'élus très mobilisés, organisant le rapport de force. Ce que prouve le répertoire des radicalités concrètes, c'est que dans une situation relative d'isolement, dans une situation où nous n'avons pas suffisamment d'élus locaux et suffisamment de maires, le répertoire des radicalités concrètes prouve que même dans un contexte difficile, un certain nombre de nos camarades ont mis en œuvre des mesures d'intérêt général, et ce, quel que soit le contexte. Ça signifie donc que lors des prochaines municipales, où sans nul doute, nous serons fort nombreux à être élus locaux, nous pourrons d'autant plus avancer. Nous défendons la notion de communalisme. Ça signifie quoi ? Ça signifie que nous ne voyons pas les communes et leur pilotage, évidemment, comme un décalque de la Ve République, avec tout pouvoir au maire. Ça supposera évidemment d'avoir une façon d'agir qui soit différente, et les listes comme l'organisation d'un casting. La question donc est la question démocratique comme clé de la capacité à diriger, en l'occurrence une commune, et de faire la démonstration de notre capacité à s'occuper de l'ensemble du pays, de s'occuper des affaires collectives, et donc à améliorer et à changer d'une façon concrète la vie des gens. C'est la seule et unique raison pour laquelle nous souhaitons avoir des élus municipaux, intercommunaux, parce que nous voulons changer la vie des gens concrètement, et que occasion nous est donnée de faire cela au travers des élections municipales. Ce que je veux vous dire, et que je veux que vous entendiez, et que vous répétiez aux camarades, c'est qu'il faut y aller. Et personne ne doit être complexé par rapport à un mandat d'élu, quel qu'il soit d'ailleurs. Et si jamais vous avez du mal à me croire, vous n'avez qu'à regarder les élus sortants, y compris les maires des grandes villes. Et vous allez voir tout de suite, ça va vous mettre à l'aise. Donc la première détermination qu'on veut, n'est-ce pas ? Ça vous fait rigoler, donc j'ai raison. La première détermination qu'on veut partager avec vous, c'est qu'il faut y aller. Et qu'il n'y a pas de difficulté à être élu. Surtout si on est dans un contexte où il y a d'autres élus de la France insoumise autour de vous, et qu'évidemment, vous allez vous serrer les coudes et pouvoir effectivement avancer. J'essaye d'aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, ce qui va traverser tout le travail des élus locaux, c'est évidemment répondre à l'intérêt général et considérer, c'est une formule là aussi, que tout ce qui préoccupe les habitants, les citoyens, nous préoccupe. Ça ne veut pas dire qu'on apporte parfois les réponses que eux attendraient dans un premier mouvement. Ça, c'est autre chose. Mais en tout état de cause, il faut considérer chaque préoccupation des citoyens comme une préoccupation réelle.
On m'a demandé de parler de service public. Bon, c'est une question que globalement vous connaissez. On peut se redire que le service public, c'est la protection à l'égard de la marchandisation des biens communs, que cela permet donc d'agir sur un usage sobre et accessible à tous de ces biens communs, que c'est un principe organisationnel qui va permettre, au travers des organisations politiques, techniques que vous allez choisir, de rendre tout ça accessible à tous. On pense bien sûr aux questions d'éducation, aux questions de gestion de l'eau, aux questions d'accueil public, bien sûr, de la petite enfance, la question des déchets, la question des transports. Un principe organisationnel et, évidemment, un moyen d'agir par la maîtrise, puisque les politiques publiques, locales ou non d'ailleurs, ne visent qu'une seule chose, c'est la maîtrise et l'organisation, en opposé, évidemment, au laisser-faire. Donc, je ne vais pas vous passer en revue tout ce qu'ont fait nos élus locaux, mais quand vous pourrez parcourir ce formidable document, merci Séverine pour la mise en cohérence, etc., eh bien, on va s'apercevoir que nous avons réalisé un certain nombre de choses. Régie publique de l'eau, c'est ça qui va vous permettre la tarification différenciée, c'est ça qui va vous permettre la gratuité des mètres cubes. Si par hasard, vous voulez lutter contre les inégalités sociales, un truc, c'est vrai, assez étrange, eh bien, on va penser, et ça a été fait par les camarades, à un service public de l'accueil qu'on dit périscolaire, ok, on peut donc parler de la question des cantines et bien sûr de leur tarification et de leur contenu. Vous comprenez bien que si c'est Sodexo, ça ne va pas se passer évidemment de cette manière-là. La gratuité des fournitures que des camarades ont mis en œuvre, un service public des loisirs qui est un élément là aussi de lutte contre les inégalités qui est majeur. Un centre de santé municipal, ça signifie donc que là aussi c'est l'organisation d'un service public et que les soignants, les médecins, etc. sont des agents de la ville que sans nul doute vous aurez à diriger. Le service public de la culture, là aussi, ça renvoie, comme l'ont fait certains, à la question de la gratuité, voire la gratuité d'un certain nombre de festivals. Et alors ça, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'au passage, vous faites des économies, en particulier en matière de billetterie. Et puis, on parle là de dimension fort locale, mais il y a une question à laquelle tous les élus locaux sont confrontés, qui est la question de l'hébergement d'urgence. J'imagine qu'aucun d'entre vous ne veut voir, par exemple, des enfants et des familles entières dormir dans la rue. Or, cette affaire-là, elle dépend donc des services de l'État. Ça ne fait pas partie des compétences des communes. Pour autant, il va sans doute falloir faire des choix et sans nul doute s'investir dans cette dimension-là, comme d'autres là aussi l'ont fait, et ont obtenu du financement de la part de l'État, ce qui est évidemment une très bonne chose. On m'a demandé de parler d'un service public spécifique qui est le service public de la tranquillité publique. On fait ce choix-là parce qu'on sait bien qu'on va beaucoup nous embêter avec ces sujets. 2 ouvrages qui me paraissent impératifs à lire si vous voulez gratter ce sujet. Le premier, c'est Dominique Monjardet, « Ce que fait la police ». Formidable. Et un deuxième ouvrage qui est indispensable, ça s'appelle « Les Schtroumpfs de l'ordre ». Et vraiment, ce truc, il est extraordinaire. Et Peyo, qui n'est pas vraisemblablement idiot, a bien compris quelles étaient les caractéristiques de la police pour être police, la manière dont elle agissait et bien évidemment les conséquences qui sont liées à la façon dont elle agit. Qu'est-ce que ça n'est pas, la tranquillité publique, et qu'est-ce qu'on ne fait pas avec la police municipale en particulier? D'abord, c'est le recours à tout crin à ce qu'on appelle la police technologique, et ce qui est le symbole de cette affaire-là, c'est évidemment la vidéosurveillance. Pas, je sais plus comment ils disent, la vidéo, je sais pas quoi, le truc où ça protège. Voilà, vidéoprotection. Ça, c'est des bêtises. On parle bien de vidéosurveillance. Pourquoi? Ça pose un problème qui est un problème majeur, qui est le respect des libertés publiques. Le droit à la vie privée, le droit d'aller et venir, le droit d'exprimer une opinion, par exemple. Et puis, de surcroît, ça n'est pas efficace. Alors, attention. Il ne faut pas qu'on se trompe de sujet. La non-efficacité ne contrebalance pas
Je veux dire par là, si le machin, il était efficace, pour autant, on ne le mettrait pas en œuvre. Mais comme vous allez être des candidats et des élus conséquents, jamais vous ne pratiquerez une quelconque démagogie à cet égard-là. Donc, vous allez devoir expliquer aux citoyens pourquoi vous n'êtes pas d'accord. D'abord, parce que ça pose un problème de principe. Ensuite, évidemment, parce que ça pose des problèmes d'efficacité. C'est pas que la France Insoumise qui le dit. Il y a le rapport de la Cour des comptes de 2020. Il y a les gendarmes qui ont demandé un travail universitaire sur l'impact de la vidéosurveillance, qui a montré que c'était un peu des bêtises, quoi. Un peu beaucoup. 19 300, un peu plus de 19 300 enquêtes ont été analysées. Dans celles-ci, dans 22 situations, la vidéosurveillance a été utile, et encore, il faudrait regarder de plus près. Il y a la question de Mukieli aussi, qui est un universitaire qui a travaillé ce sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on est tout le temps confronté à ce sujet ? Ça aussi, il faut le dire. Parce que c'est un marché énorme, où il y a beaucoup d'argent à se faire. 2, parce que nous sommes confrontés à un gouvernement qui veut surveiller. 3, parce que la logique gouvernementale est plutôt d'écraser les collectivités locales et de les contraindre à financer ces machins-là. D'accord ? Donc, vous allez aller voir le responsable départemental de la police, par exemple, vous allez discuter avec lui, et il va vous dire « Ok, moi, je te donne des effectifs, mais que si tu développes la vidéosurveillance. » Donc, tout ça, il faut que ce soit bien clair dans nos esprits. Et cette histoire-là, ça s'appelle, chez les prout-prout ta galère, le continuum de sécurité. Au motif de ce continuum de sécurité, on demande aux collectivités locales d'avoir une contribution à la sécurité qui n'a strictement aucun sens. Une police municipale n'est pas une police d'enquête, vous n'avez pas d'OPJ là-dedans, n'est évidemment pas une police de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est quelque chose de très particulier, et de ce point de vue-là, vous pouvez lire la police du désordre, qui dit beaucoup de choses sur la tradition française et comment ça a été absolument foutu en l'air. Bien, ça n'est pas ce qu'est l'APM. Pour nous, l'APM, c'est une forme de police de proximité. Ça veut dire concrètement une police au milieu des habitants, apaisante, qui ne ressemble pas à des Robocop, parce que ça, c'est important aussi, et qui donc va assurer une présence avec des effectifs dédiés à tel ou tel territoire. Bon, ça, c'est pour ceux qui vont être dans des villes avec un certain nombre d'habitants, qui assurent le contact avec les habitants, les commerçants, les associations, etc. Ce qu'elle fait, cette police municipale, et ça n'est pas rien, c'est essentiellement la régulation des divers usages de l'espace public. Et ça n'est évidemment pas rien. Réfléchissez par exemple à comment faire cohabiter dans des centres-villes ou pas, autour d'une salle municipale par exemple, le fait de faire la fête, le fait de pouvoir dormir autour, et le fait, si on parle de bistrot par exemple, le fait que le commerçant puisse mener son activité économique. C'est compliqué, hein, tout ça. Donc là, effectivement, le recours à l'APM pourra vous être utile. On pourrait dire que l'APM se charge de délits de basse intensité. Par exemple, les terrasses. Les terrasses, toujours des bistrots, vous allez dire, elles bloquent. La consommation d'alcool sur l'espace public. La lutte contre les dépôts sauvages. Et vous comprenez bien que tout ça, ça n'est pas rien. C'est l'application donc des arrêtés du maire. La notion de police administrative est un élément qui est là aussi très important et qui appartient au maire et aux élus locaux d'une façon générale. Si vous voulez piétoniser devant une école, par exemple, pour qu'il n'y ait pas des bagnoles qui mettent en danger les enfants, si vous voulez lutter contre la publicité à outrance, il y a la question du consumérisme aussi, eh bien, c'est grâce à la police administrative que vous pourrez le faire. Donc, nous pensons la tranquillité publique en matière de présence humaine, avec peut-être, ça c'est vous qui choisirez, l'APM comme pierre angulaire de cette présence humaine. Mais le sujet est bien plus large. On pense à des questions de médiation, particulièrement de médiation de nuit, des questions d'éducateurs spécialisés, des questions d'animateurs, des questions de gardiens concierges. Donc, quand vous pensez la question de la tranquillité, nous, il nous semble que ce qui est efficace, c'est la pensée au travers de la présence humaine. J'essaye d'aller très très vite. L'affaire de l'arme de poing. D'abord, il n'existe pas de police municipale qui ne sont pas armées. Ça, c'est des bêtises. Dans le vocabulaire, il faut être
rigoureux. Un pistolet à impulsion électrique, un bâton télescopique, c'est des armes. Bon, donc il n'y a pas de policiers municipaux, de policières municipales qui se trimballent sur l'espace public, entre guillemets, tout nus. Ça n'existe pas. En revanche, bon, il y a tout un cadre, je vous passe les détails là-dessus, à respecter, bon, je vous passe ça. L'arme de poing, c'est autre chose. Et si nous y sommes opposés, c'est parce que ça nous paraît contradictoire avec le cadre d'emploi tel que je suis en train de le développer devant vous, c'est-à-dire notre vision de la police municipale. Il faut être clair. Vous leur filez des flingues, vous allez les faire courir après les dealers. C'est clair. Et en vrai, c'est tout à fait de cette manière-là que ça se passe. Or, nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils fassent ça. Pas d'accord avec l'escalade de matériel et évidemment pas d'accord, c'est quand même des agents, pour qu'ils soient mis en danger. Il y a un sujet spécifique qui repose sur le stup, sur lequel la drogue, sur lequel vous allez être beaucoup interrogés. Soyons modestes. Soyons modestes et soyons honnêtes. Et disons qu'aujourd'hui, en dehors de la légalisation, il n'y a pas vraiment d'issue. Et là, je vous invite à lire un bouquin formidable qui s'appelle « La brimade des stupes » et qui montre, ça sera presque ma conclusion, et qui montre que derrière les questions de prohibition, on vise toujours une catégorie particulière de la population. Là, en l'occurrence, ce sont globalement les jeunes garçons des milieux qui sont les milieux populaires et qui sont ceux qui, assez prioritairement, se retrouvent victimes de tous ces réseaux et qui les met en esclavage et qui leur fait subir une violence absolue. Après, je vais vous dire une dernière chose et je m'arrête. Vous allez me dire « Ouais, mais bon, toi, t'es gentil. » Mais bon, moi, j'arrive pas à recruter mes policiers municipaux parce que je leur donne pas l'arme de poing. Et ils veulent, pardon. Vous allez me dire, ouais, celle-là, elle est gentille, mais moi, j'ai du mal à recruter des policiers municipaux parce que je veux pas donner l'arme de poing. Ma police municipale est sans dessus-dessous parce que je ne veux pas donner l'arme de poing. Écoutez, il n'y a pas d'issue à ça, si ce n'est dire fort tranquillement, et c'est bien, leur dire, bah écoutez, il y a ce qu'on appelle la mobilité dans la fonction publique territoriale. Voilà. La porte, elle est grande ouverte et ne vous inquiétez pas, vous en trouverez toujours. Et par ailleurs, il y a un mouvement à l'intérieur des polices municipales aujourd'hui qui font que sur la question de l'arme de poing, ils en sont quand même revenus. Et par exemple, une ville comme Grenoble, où il n'y a pas, où la police municipale n'est pas dotée de l'arme de poing, cette ville accueille aujourd'hui des policiers et des policières municipales qui viennent de communes où ils avaient l'arme de poing. Voilà, je suis désolée, j'ai été trop longue. Merci à vous. Alors, merci Elisa. Donc, comme Séverine vous l'a dit tout à l'heure, on a décidé pour rédiger ce répertoire de suivre le plan de la boîte à outils programmatique. C'est donc tout naturellement qu'on va commencer par présenter le volet implication citoyenne parce que le premier volet a pour titre « Commencer la révolution citoyenne ». Et donc déjà, avant de se pencher sur les exemples qu'on a mis dans le répertoire à partir des mesures qui nous ont été remontées par les élus, on va voir ensemble l'importance de l'implication citoyenne pour nous, pour la France Insoumise, et je vais vous renvoyer pour ça à la charte de la France Insoumise. Et du coup, je vais vous renvoyer pour ça à la charte de la France Insoumise, où il est écrit que la France Insoumise est un mouvement collectif et transparent. Il promeut donc le mouvement, une multiplicité de formes de participation permettant à chacun et chacune d'être utile dans le respect de son rythme et de son degré d'engagement. Et il est également écrit que la France Insoumise est un mouvement qui se prépare à gouverner. Le mouvement décline le programme pour bâtir avec les citoyennes et les citoyens ce qui est bon pour tous. Et donc, l'implication citoyenne, c'est aussi une condition essentielle de soutien de la France Insoumise aux listes communales, parce que c'est une des 9 garanties programmatiques sans lesquelles, en fait, si une des garanties n'est pas présente dans le programme, normalement, la France Insoumise ne peut pas soutenir la liste qui sera présentée par les camarades. Donc, ce qui ressortait des remontées des élus, quelle que soit la taille de la commune, puisqu'on a sélectionné des témoignages qu'on voulait très divers. On a eu des témoignages de maires, d'adjoints au maire, d'élus d'opposition, ou d'élus qui siégeaient aussi dans des majorités de gauche. C'est que l'implication citoyenne a eu plusieurs modalités. Donc la première, c'est avant et pendant la campagne des municipales, et la seconde, c'est après
Donc une fois que les camarades ont été élus et ont siégé au sein des conseils municipaux. Donc sur les mesures en elles-mêmes dans le répertoire, pour celles qui concernent l'implication des citoyens pendant la campagne, on a eu par exemple la remontée de Florence Aïtsala-Courvoisier, qui est conseillère municipale d'opposition à Orly dans le 94, dans une commune de 24 500 habitants. Et sa remontée portait sur l'organisation de forums thématiques pour la co-construction programmatique locale. Et en fait, construire votre programme avec les citoyens, c'est un outil de légitimation de votre liste et aussi d'enrichissement des propositions programmatiques locales. Donc pour reprendre l'exemple de Florence, avec les militants du groupe d'action de son quartier, et donc avec eux, les élus d'opposition, ils se sont dit qu'ils voulaient organiser des forums thématiques pour former les citoyens et les citoyennes et les inclure dans les projets pour construire ensemble la ville populaire. Elle nous a fait remonter que plusieurs forums ont été organisés sur le droit au logement social et à la ville. Et ils ont permis d'expliquer, de former, de mobiliser les locataires sur les conséquences du projet de renouvellement urbain dans le cadre de l'ANRU, donc l'Agence nationale de renouvellement urbain, sur leur quartier. Donc maintenant, sur les mesures qui ont été mises en place une fois nos élus au pouvoir communal, dans la boîte à outils programmatique, on propose notamment d'instaurer des référendums d'initiative citoyenne municipale et de s'engager à convoquer des référendums locaux pour les grands projets structurants pour la commune. On souhaite aussi faciliter l'exercice du droit de proposition des élus de l'opposition comme de la majorité, avec par exemple un ordre du jour municipal qui pourrait amender, un droit justement d'amendement, d'émotion. Et on s'est rendu compte en rédigeant les remontées qu'en réalité nos élus étaient allés plus loin que ce qui était proposé. Ce qui montre que les garanties programmatiques sont vraiment un minimum atteignable et il faut vraiment garder ça à l'esprit quand vous rédigez vos programmes locaux et que vous négociez le programme avec d'éventuels partenaires de gauche. Et du coup, l'implication citoyenne, on s'est aussi rendu compte de ça, que c'était vraiment la patte insoumise dans les collectivités où nous avons des élus. Du coup, parce que l'échelon local, c'est vraiment un laboratoire pour la mise en place de notre programme, en fait, de l'avenir en commun. Et donc la première mesure qu'on a mis en avant dans ce répertoire, c'est celle du RIC. Donc c'est le référendum d'initiative citoyenne communale, qui peut également se présenter sous la forme de VIC, c'est un vœu d'initiative citoyenne. Donc par exemple, la Fâche-Tuménil, qui est une commune de 18 000 habitants, avec un maire insoumis Patrick Proisy, le RIC, donc avec 2 C à la fin, Initiative citoyenne communale, a été mis en place de telle sorte que si une pétition citoyenne réunit jusqu'à 18% du corps électoral, ce qui équivaut à peu près à 2000 habitants, elle déclenche un RIC, à condition que le sujet, bien évidemment, soit de la compétence de la ville. Et comment ils font pour admettre les sujets ? Il y a une commission qui est composée de citoyens et citoyennes, d'élus de la majorité et de la minorité qui se chargent de vérifier la condition. Donc pourquoi 18%, pourquoi 2000 ? Parce que la liste concurrente en 2020 avait obtenu 2000 voix dans un contexte de Covid. Donc ça leur paraissait un marqueur assez important en fait, de pouvoir laisser l'opposition s'exprimer si elle en avait envie. C'est pour ça qu'ils ont pris ce chiffre qui leur semblait pertinent. Et ils ont également mis en place du coup le VIC. Si une pétition récolte les signatures de 3% du corps électoral cette fois, donc à peu près 400 électeurs sur une commune de 18 000 habitants, la revendication sera délibérée sous forme de vœu lors du conseil municipal. Et du coup, ça permet aux citoyens d'attirer l'attention de la majorité municipale sur des sujets précis sans avoir forcément déclenché le RIC. Donc ça, c'était la première remontée qu'on a mise dans le livret, mais on a également des formes plus originales d'expression de l'implication citoyenne qui ont trait aussi à l'éducation populaire. Ce qui est également important aussi de conserver en fait une fois que nos camarades sont élus pour pas se couper des citoyens de la commune. Et donc là, on a l'exemple de Dominique Mahé-Vince, qui est première adjointe insoumise de Trignac dans le 44, qui est une commune de 8100 habitants. Et elle a mis en place des permanences en marchant. Donc elle explique que c'est pour mieux connaître les problématiques remontées dans les quartiers, écouter les doléances des habitantes et des habitants et échanger sur de futurs projets. Donc ces permanences itinérantes ont permis de développer des contacts directs avec les habitants et les habitantes qui sont indispensables au choix des projets que la municipalité réalise.
Et elles ont permis de choisir et d'adapter les projets en fonction des besoins, en mettant les citoyens au cœur des décisions pour un mieux-être dans la ville. Et du coup, enfin, on a également, bien sûr, la mise en place à Grabels, dans le 34, qui est une commune de 9000 habitants avec un maire également insoumis, René Revol, d'une charte de la démocratie communale et des votations citoyennes. Cette charte pose les principes et les engagements de la commune en matière de démocratie communale. Elle fixe un cap, donc associer les citoyens aux décisions majeures du territoire et créer une vraie culture de la participation. C'est un cadre d'action qui articule les instances de démocratie participative et les outils de participation citoyenne pour que les habitantes et les habitants soient acteurs des choix qui les concernent au quotidien. Donc la municipalité, je ne vais pas développer ces points parce que Guilhem va en parler ensuite, la municipalité a aussi mis en place des comités de quartier, un conseil de vie périscolaire, un comité citoyen de suivi pour la construction d'un écoquartier, un conseil des jeunes ou encore un conseil citoyen de la transition écologique. Et les services municipaux sont en appui de ces instances. Et la commune a recours aux méthodes aussi de l'éducation populaire pour nourrir les réflexions et faire vivre la démocratie communale. Ils ont également organisé plusieurs votations citoyennes avec urnes et listes d'émargement. La première pour le choix du passage en régie publique de l'eau et une autre sur le déploiement du compteur Linky et encore une autre sur l'extinction nocturne de l'éclairage public. Donc voilà quelques mesures concrètes qui ont déjà été mises en place par nos élus et je ne vais pas vous en dire plus sur les autres mesures proposées, comme les repas républicains, l'organisation de campagnes d'inscription sur les listes électorales qui sont organisées par le maire insoumis, l'élaboration de budgets participatifs, les ateliers citoyens d'écriture de délibération, les opérations communes en chantier, avec des projets concertés, parce que vous les trouverez dans le livre. Et pour conclure ce temps sur l'implication citoyenne, elle est bien évidemment indispensable pour changer les choses et faire primer l'intérêt général, pour mettre en place les solidarités nécessaires que Maxime va donc vous présenter. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir qu'on se retrouve pour ces amphis 2025 et de voir que malgré ce premier créneau des amphis, eh bien, la tente déborde déjà, ce qui donne des indications sur le nombre que nous serons ce week-end et la grande réussite populaire que sera cet événement de rentrée des amphis. Je voulais juste commencer pour qu'on puisse se rendre compte dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui sont élues aujourd'hui parmi les participants à la conférence ? Levez la main. Ok. Et est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils pourraient être candidats à l'élection municipale à venir ? Ok. Bravo. Alors, comme vous le disiez, Cyrine, on a repris les différents chapitres de la boîte à outils programmatique, donc il faut que vous vous saisissiez pour construire vos programmes municipaux. Et donc, le deuxième chapitre, c'est le chapitre Fortifier l'entraide. Et moi, je vais donc parler plutôt des solidarités et de comment un élu municipal insoumis, avec de la volonté politique, est capable d'agir concrètement contre la pauvreté, contre la précarité, pour les solidarités. Avant cela, redéfinir un peu ce qu'est agir en solidarité lorsqu'on est un élu radical comme un élu insoumis. D'abord, il faut se reposer sur la force de l'entraide et non sur la force de la concurrence pour que chacun voit ses besoins satisfaits. Lors de l'élection présidentielle de 2022, rappelez-vous, on rappelait souvent que le programme L'Avenir en commun n'avait pas été construit en fonction des intérêts de quelques-uns ou en fonction de calculs pour que recettes et dépenses soient à l'équilibre, mais on est parti avant tout des besoins des gens et c'est comme ça qu'on doit agir. Ensuite, un élu insoumis, il a en perspective de stopper les effets du néolibéralisme qui détruit avec un zèle fanatique tout ce qui est collectif, les services publics, l'école, l'hôpital, la sécurité sociale, les droits sociaux, etc. L'élu insoumis, il rompt avec ce que les gestionnaires des collectivités promeuvent, c'est-à-dire la division, l'égoïsme, la guerre de toutes et tous contre tous, bref, ce qui mine de l'intérieur et détruit la société. Alors bien sûr, quand on dit ça, les communes, elles ne peuvent pas se substituer totalement à l'État pour relever l'école publique ou pour relever l'hôpital public seules. Mais dans le passé, elles ont déjà joué le rôle d'incubateur de solidarité. Historiquement, c'est dans les municipalités qu'on a vu l'extension du domaine du service public, qu'on a vu l'invention du logement d'habitation à loyer modéré, l'HLM, qu'on a vu les créations des premières mutuelles ouvrières,
qu'on a vu les expérimentations du RMI, l'actuel revenu de solidarité active, avec pour objectif d'éradiquer la misère et d'éradiquer le manque que connaissent nos concitoyens et nos concitoyennes dans nos villes. Et je le disais, c'est un choix politique. Donc être radical, il ne faut pas avoir peur de ce mot, vous êtes des radicaux, nous sommes des radicaux assumés. Ça veut dire que nous imaginons des nouveaux rapports aux autres et des nouveaux rapports notamment à la propriété. Dans ce super document, je remercie à mon tour tous les élus qui ont contribué pour qu'on puisse le compiler. Eh bien, vous avez de nombreux exemples. Je vous en ai sélectionné quelques-uns sur la partie solidarité. Donc d'abord, une politique publique de lutte contre le sans-abrisme menée à Villeurbanne. Une autre politique publique donc, sur la gratuité de l'éducation à Fontenay-sous-Bois. Ensuite, la gratuité et la tarification sociale des concessions funéraires. Et enfin, un SMIC municipal, parce que c'est aussi important de lutter contre la précarité des agents locaux. On a commencé déjà à en parler. Donc je commence avec la lutte contre le sans-abrisme. La mesure, c'est la mise en place d'un service dédié au suivi des situations de sans-abrisme en lien avec les partenaires institutionnels. C'est-à-dire que toutes celles et ceux qui ont levé la main, puisqu'on est super fort, vous allez tous être élus en mars prochain. Et donc, si les villes dans lesquelles vous serez élus sont confrontées au sans-abrisme, c'est quelque chose où un élu insoumis ne peut pas se coucher le soir, tranquille, en se disant qu'il n'a rien d'autre à faire, alors qu'il y a des personnes qui dorment dans la rue, dans la ville qu'il gouverne. Et donc, il faut mettre en place ce genre d'outils. Cet exemple, il a été porté par Mathieu Garabédian, dont je voudrais saluer le parcours sur ce mandat comme adjoint aux solidarités à Villeurbanne, et qui est une fierté du réseau des élus insoumis, parce qu'il a mené de très nombreuses politiques publiques qui nous ont permis d'alimenter, comme Patrick Proisy par exemple, ce répertoire et de faire des preuves par l'exemple que c'est possible d'agir. L'objectif de cette mesure, c'est d'établir des diagnostics sociaux sur le sans-abrisme et de proposer des solutions pour limiter les risques. Comment ils l'ont mis en œuvre? Donc, il y a des équipes municipales qui réalisent des visites de terrain, elles font des listings des situations, elles orientent les personnes vers des dispositifs adaptés, elles rédigent des outils d'information pour les personnes sans abri comme pour les professionnels, et la commune cherche également à réduire les risques par des actions externes sur des lieux de squat, en mettant en place notamment l'accès à l'eau, au sanitaire, à l'eau potable, en donnant un accompagnement au droit à la santé et à l'accès au droit, la mise en place de collectes de déchets, etc. Pour parfaire la lutte contre le sans-abrisme, vous avez des éléments dans la boîte à outils programmatique. On va parler réquisition des logements vides, on va parler ouvrir des centres d'accueil d'urgence, etc. Vous avez ce deuxième outil pour pouvoir compléter. Autre exemple sur la gratuité de l'éducation. Et je voudrais là revenir sur le mot gratuité. Quand on est un élu radical et qu'on veut s'assurer que quelqu'un ait accès sans condition à un service public, eh ben, le moyen le plus court pour pouvoir y arriver, c'est bien de mettre en place des systèmes de gratuité. Parce que, comme on le dit souvent, les services publics sont le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Alors, s'il faut payer pour avoir accès à ce patrimoine, ça crée évidemment des inégalités. La mesure dont je vais vous parler, c'est qu'il y a plusieurs espaces de gratuité qui ont été ouverts autour du service public de l'éducation. Et là-dessus, je reviens sur le fait que les élus insoumis que vous allez devenir, eh ben, ils héritent d'une situation. Et que donc aujourd'hui, le service public de l'éducation dans notre pays n'est plus gratuit, n'est pas gratuit. Et que donc il va falloir qu'on reconstruise tout cela. L'exemple, c'est porté par Vianney Orgebin, qui est adjoint à l'éducation à Fontenay-sous-Bois et aussi conseiller régional d'Île-de-France. L'objectif de la mesure, je vais plutôt vous citer Vianney, qui a rédigé le texte autour de la mesure. Il écrit « La gratuité n'est pas un coût, c'est un principe de progrès social. Quand elle permet de répondre aux besoins élémentaires de chacun, elle permet aussi de sortir un service de la marchandisation en le ramenant à l'état de bien commun. » Et c'est ça, toute la logique que l'on va suivre, sortir des services de la marchandisation pour en faire un bien commun. Donc, gratuité de l'école, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre? Exemple des fournitures scolaires. Ils ont établi une liste avec les services de l'éducation nationale, niveau par niveau, afin de répondre aux besoins. Et donc, les gamins ont un cartable, une trousse complète et exactement les mêmes fournitures à la rentrée. Chaque famille peut se procurer ce matériel lors de rendez-vous de la rentrée en septembre, où elles peuvent aussi rencontrer les services, les partenaires éducatifs de la ville. Ils ajoutent qu'en CE1,
Un dictionnaire est également offert à chaque enfant, comme c'est déjà fait dans de nombreuses collectivités. Et pour tous les niveaux, chaque année, un livre est choisi par classe et offert à l'ensemble des gamins de la classe. Autre exemple, les classes de découverte. Ils ont mis en place chaque année 500 enfants qui partent avec leurs enseignants à la campagne, à la mer, à la montagne. Et donc, ça permet aux gamins d'aller découvrir la mer. Moi, j'ai découvert, par exemple, en menant campagne en Seine-Maritime, où pourtant l'ensemble du département a une côte maritime, et bien que à l'est de Rouen, eh bien, il y avait plein d'enfants qui, à l'arrivée au collège, n'avaient jamais vu la mer, alors qu'il suffit de faire 40 minutes de route pour y aller. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est aussi le rôle d'une collectivité locale de mettre en place le bus gratuit pour que les gens puissent se rendre à la mer l'été, car beaucoup de personnes ne peuvent pas partir en vacances. Autre exemple, la cantine. Donc l'objectif, c'est la gratuité. Ça fait partie de la garantie programmatique. Cantine gratuite et bio pour toutes et tous. Pour l'instant, à Fontenay-sous-Bois, parce qu'il y a aussi ça, on répare. Donc on répare, parfois on est obligé d'y aller par étapes. D'où le fait que dans la garantie, on a mis objectif de gratuité. C'est ce qu'ont fait les élus insoumis de Fontenay-sous-Bois. Les quotients 1 et 2 ont la cantine gratuite. Ça représente 30% des familles. Les repas sont à 70% en bio et 20% en local. Et le but, lors du prochain mandat, c'est d'arriver à la politique publique parfaite en la matière, c'est-à-dire une cantine 100% bio, locale et gratuite. Voilà pour la gratuité de l'école. Autre exemple rapide, gratuité et tarification des concessions funéraires. Donc c'est quelque chose comme ça qui peut paraître lointain, mais c'est très important lorsqu'on est un élu local. Et dans la plupart des villes de France, il y a un cimetière. Eh bien, il y a une grosse inégalité devant la mort aujourd'hui dans notre pays. Là, je suis sur des considérations sociales. Donc déjà, il y a le prix qui est très prohibitif. Aujourd'hui, enterrer quelqu'un dans le pays, c'est plusieurs milliers d'euros et ça peut avoisiner 5, 6, 7, 8, 9 000 euros selon les modalités de l'enterrement. Et je fais quand même une parenthèse sur le fait qu'il y a aussi une grosse inégalité d'accès selon les religions des personnes. Donc, c'est vraiment une parenthèse parce que si vous gérez un service public funéraire, vous le ferez évidemment de manière laïque. Mais aujourd'hui, il y a plein de cimetières dans lesquels il n'existe pas d'espace pour les compatriotes juifs et les compatriotes musulmans qui souhaitent être reposés selon leurs coutumes personnelles. C'est un problème. Ou alors, il y a même des problèmes d'accès en termes de dignité, puisque vous avez des cimetières où l'herbe est verte et bien entretenue pour les parties dites catholiques. Et vous avez des cimetières où c'est des côtes en terre battue qui sont jamais entretenues avec des fausses herbes et des orties pour nos compatriotes musulmans qui reposent là-dessus. C'était une parenthèse, mais ça me met particulièrement en colère, donc je vais le souligner. Donc sur ces concessions funéraires, Aurélie Griès, qui est conseillère municipale dans le 7e arrondissement de Lyon, elle avait l'objectif de diminuer ces inégalités devant la mort. Avant, à cause de l'ouverture à la concurrence des pompes funèbres de 1993, ça a fait exploser les prix, aggravant la vulnérabilité des familles en deuil à Lyon. Et donc maintenant, il y a la présence d'un opérateur public de pompes funèbres à Lyon, ce qui est très important parce que ça leur permet de réguler les prix. La commune a donc mis en place un service public de pompes funèbres avec une tarification sociale progressive sous condition de ressources. Donc si vous n'avez pas les moyens d'enterrer vos proches dans la dignité, vous pouvez quand même le faire. Et je suis fier que ce soit une élue insoumise qui était à la bataille de ce dossier. Enfin, dernier exemple sur les agents. Vous pouvez l'applaudir. Dernier exemple sur les agents, c'est le SMIC municipal à 1 632 € net. Alors vous les voyez, les éditorialistes sur les plateaux qui disent à tous nos députés quand ils sont là, mais si vous mettez le SMIC à 1 600 €, comment on va faire? Et même les collectivités, comment elles vont faire? Écoutez, donc mise en place d'un SMIC municipal correspondant à l'avenir en commun. On a gratté 32 € net en plus, tant mieux. Et les agents de cette ville peuvent remercier Olivier Gluck, qui est adjoint insoumis aux ressources humaines, encore une fois de Villeurbanne. L'objectif, déjà, c'était de rattraper l'inflation, parce que depuis près de 30 ans, la valeur du point d'indice qui sert de calcul du salaire de base des fonctionnaires stagne. Elle est de 58 €, alors qu'elle devrait être supérieure à 75 € si elle avait suivi l'inflation, soit une perte de pouvoir d'achat de 20% pour les agents. Et puis, cette mesure de SMIC à 1632 permet aussi de revaloriser les bas salaires avec des métiers où les femmes sont notamment surreprésentées. Pour le mettre en œuvre, à savoir que, par exemple, si vous allez porter ça dans vos programmes municipaux,
tous les SMIC municipal à 1600, on va vous dire non, mais vous dites n'importe quoi, les insoumis, vous êtes des Pères Noël. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire parce que la valeur du point d'indice des fonctionnaires et les grilles salariales, elles sont fixées nationalement. Oui, c'est fixé nationalement. Mais le conseil municipal est libre de fixer la part du régime indemnitaire. Et donc, c'est ce qu'ont fait les élus de Villeurbanne, ce qui a permis de mettre le SMIC à 1600. Et cette mesure, en plus, elle fait ricocher. Elle concerne 60% des agents des personnels, puisque cette augmentation se répercute mécaniquement sur les agents qui ont plus d'ancienneté et sur les salaires les plus élevés de la catégorie B, pas uniquement la catégorie C, donc un panel d'agents publics plus large. Pour conclure, j'espère que j'ai pas été trop long, pour changer la vie des gens, ce qui doit être l'essence de l'engagement d'un élu insoumis, il faut porter un programme de rupture. C'est possible. Les 4 exemples que je viens de donner sont possibles, et ceux des camarades. Il y a plein d'exemples dans ce livre qui sont possibles. Donc, 2 choses. 1, vous avez la capacité, toutes et tous, d'être des élus municipaux de la République, parce que quand on est insoumis, on a ça dans le ventre, et quand on a ça dans le ventre, petit 2, on arrive à changer la vie des gens, alors lancez-vous, on va gagner. Alors, bonjour. Alors, on a entendu Elisa nous parler de service public, Cyrine de démocratie communale, Maxime d'entraide et de solidarité. J'en viens naturellement à la question de la planification écologique, qui est définie dans l'avenir en commun comme le moyen concret de mettre les êtres humains en harmonie entre eux et avec la nature. Vous le savez, notre écosystème est en danger absolu et, à l'évidence, l'échelon municipal n'est pas suffisant pour faire face à l'urgence climatique. Mais l'échelon communal est extrêmement pertinent comme laboratoire pour mettre en œuvre dans le quotidien de la vie des gens les mesures prenant en compte les besoins des individus, l'urgence écologique et l'urgence démocratique. Et de ce point de vue, je veux insister sur ça, c'est qu'à la France Insoumise, on considère que ces questions écologie, sociale, démocratie sont indissociables l'une de l'autre. On ne peut pas, par exemple, protéger l'écologie et les biens communs si on ne les sort pas de la logique du marché, si on ne les protège pas de la logique du fric et de la rapacité du capitalisme. De la même manière, on ne peut pas protéger les plus pauvres dans la population du défi social sans les protéger dans le même temps des urgences écologiques. Parce que si on prend les problèmes concrètement, ça ressort de façon éclatante. Prenons des exemples un par un. Qui sont les habitants qui souffrent le plus des logements passoires thermiques et bouilloires énergétiques? Les plus pauvres. Qui sont ceux qui sont obligés de rouler dans de vieux véhicules diesel? Les plus pauvres. Qui sont ceux qui sont exclus des mobilités décarbonées? Les plus pauvres. Qui sont ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'acheter l'alimentaire dans une logique industrielle, malbouffe, dégueulasse? Les plus pauvres. Qui sont ceux qui n'ont pas le choix que de souffrir de la canicule parce qu'ils n'ont ni piscine municipale à proximité, ni piscine privée, ni lac? Les plus pauvres. Si bien qu'en traitant la question écologique, on traite aussi la plupart du temps la question de l'urgence sociale. C'est pourquoi nous mettons comme préalable à notre prisme écologique le fait de se donner les moyens, Maxime l'a expliqué, de permettre l'accès à toutes les catégories sociales aux biens qui sont nécessaires pour une vie digne au quotidien. C'est pourquoi, pour nous, écologie ne doit pas rimer avec taxes pour les plus pauvres. Écologie ne doit pas rimer avec exclusion sociale, comme c'est le cas avec les ZFE dans les métropoles. Écologie doit au contraire rimer avec service public. Écologie doit rimer avec intérêt général. Écologie doit rimer avec anticapitalisme. Écologie doit rimer avec démocratie. Parce que si on ne fait pas rimer écologie avec ces ambitions-là, l'écologie, au final, c'est du blabla, mais ça ne permet pas de résoudre de façon radicale, c'est-à-dire au fond des choses et les sujets concrets qui sont posés, y compris à l'échelle des mairies. Et ce répertoire démontre justement
que l'échelon municipal est un laboratoire particulièrement adapté et les réalisations de nos élus insoumis le démontrent. Mettre en œuvre la planification écologique, que ce soit à l'échelle d'un pays ou d'une commune, c'est fixer des objectifs, identifier et anticiper des besoins et décider des moyens à mettre en œuvre en mettant en place les cadres démocratiques adaptés pour permettre l'implication du plus grand nombre pour fixer ces objectifs et réaliser les bifurcations nécessaires. À Grabels, le maire insoumis René Revol a mis en place un conseil citoyen de la transition écologique, composé à la fois d'élus municipaux, mais aussi de citoyens tirés au sort sur la base de volontaires, et un collège représentant les associations qui œuvrent dans le domaine de la biodiversité et de l'environnement dans la commune. Ce conseil territorial s'appuie sur les services municipaux et définit des questions en chantier et au final fait des propositions au conseil municipal de la même manière que le conseil municipal sollicite l'avis de ce conseil territorial de la transition écologique sur tous les sujets qui ont un rapport avec les ambitions écologiques ou autour de l'environnement. Cyrine parlait tout à l'heure de la gestion publique et citoyenne de l'eau. L'eau, c'est aussi un exemple parfait qui montre qu'on peut répondre à la fois à une ambition sociale, démocratique et écologique. Déléguer la gestion de services de l'eau et de l'assainissement aux multinationales, Suez, Veolia, SOR, c'est accepter des marges bénéficiaires énormes pour les entreprises concernées, qui se font sur le dos des usagers, puisqu'au final, c'est l'usager qui paye, mais c'est également accepter du gaspillage dans la ressource en eau, puisqu'on sait bien que quand c'est la puissance publique qui gère, eh bien, ma foi, on utilise les bénéfices du service pour réinvestir à la fois pour entretenir les réseaux et éventuellement pour faire baisser le prix de l'abonnement et mettre en place des tarifications sociales, alors que quand c'est des multinationales, eh bien évidemment, vous dégagez une marge pour les actionnaires, c'est en gros 15%, et ça, au bout du compte, c'est répercuté sur la facture et sur les fuites qui se démultiplient au mépris de l'économie, de la ressource en eau, puisque vous savez que c'est un sujet de plus en plus majeur. Le premier maire de France qui a mis en place une tarification sociale et écologique de l'eau en mettant en place la gratuité de 8 litres par personne et par jour, c'est un maire insoumis, c'est Tony Bernard, maire de Châteldon, dans le Puy-de-Dôme, et c'est un exemple qui a ensuite été suivi par de nombreuses communes et communautés de communes, quand elles font le choix à la fois de la régie publique, quand elles font le choix de la volonté politique, parce que vous verrez, Maxime, demain, si vous êtes élu et que vous avez l'eau qui est gérée par un privé et que vous dites à vos services techniques que vous aimeriez bien le faire passer en régie publique, 9 fois sur 10, malheureusement, on va vous répondre « Ah, c'est vraiment laborieux, c'est très compliqué, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens techniques. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce qu'au bout du compte, les économies générées par le fait de revenir en régie publique permettent très largement de prendre en gestion publique le personnel, puisque vous savez que quand vous prenez en régie publique, vous pouvez aussi reprendre tout simplement en gestion publique le personnel, qui souvent, il trouve beaucoup d'intérêt aussi à être fonctionnaire territorial plutôt que salarié, par exemple, de Suez. Un mot sur les mobilités. Je l'ai évoqué tout à l'heure autour de la question des ZFE, mais c'est un sujet important pour les collectivités territoriales et pour les communes et communautés de communes, puisque les autorités compétentes en matière d'organisation de la mobilité sont les communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, métropoles. Je parlais tout à l'heure des ZFE comme outil d'exclusion sociale et non un outil d'écologie. J'en dis un mot parce qu'on est un peu attaqué là-dessus, mais on est beaucoup attaqué en mode... c'est un peu une position démagogique, compris les députés insoumis à l'Assemblée. Je veux d'abord insister sur la cohérence des députés insoumis, puisqu'ils ont voté en 2019 contre la mise en place du dispositif, et encore aujourd'hui, ils votent contre parce qu'ils sont favorables à un moratoire sur la mise en place des ZFE, tant qu'il n'y a pas de solution de mobilité apportée aux personnes qui se retrouveraient exclues de la mobilité par la mise en place de la ZFE. Mais je dis 2-3 remarques de plus. Ne laissez personne dire que les ZFE, c'est un outil de lutte contre le changement climatique et un outil écologique. Non, ce n'est pas le cas. Voilà. Les ZFE ont été mises en place dans un but précis qui n'est pas dérisoire, qui est important aussi. C'est préserver la santé publique
et limiter l'émission de particules fines dans l'air pour protéger la santé publique. Mais les ZFE et les vignettes critères sur les voitures n'ont rien à voir avec l'émission de CO2. C'est les particules fines. Or, on a poussé tout le monde, en gros, à changer les vieux véhicules diesel pour des nouvelles voitures thermiques ou hybrides. Sauf que la réalité, c'est que les constructeurs aujourd'hui font des véhicules beaucoup plus lourds que les véhicules qu'ils faisaient avant. Et que dit véhicules beaucoup plus lourds, même si les particules fines sont en volume moindre dans l'air, parce que les filtres sont de meilleure qualité, par contre, elles rejettent plus de CO2 que ce que rejetaient la plupart des véhicules qui ont été mis au rebut. Voilà, donc d'un point de vue écologique, ça ne tient pas la route. Ça tiendrait la route si, par exemple, on imposait aux constructeurs français de mettre en place des véhicules électriques plus légers, plus accessibles, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de véhicules électriques du tout à moins de 18-19 000 euros. Et quand on parle de véhicules électriques français, c'est 25 000 euros. Voilà. Donc si on voulait être cohérent, on rendrait des véhicules électriques accessibles. Et deuxièmement, on rendrait les réseaux de transport urbains, collectifs, gratuits et assurant le maillage des habitants de tous les quartiers des métropoles, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et vous savez bien que ceux qui sont exclus des lignes de transport en commun, souvent, sont également ceux qui sont dans les situations sociales les plus difficiles. C'est pourquoi on défend non seulement la gratuité des transports en commun à l'échelle des métropoles, mais j'ajoute un mot. Parce qu'attention, il faut faire attention aussi à ne pas brandir juste des totems qui peuvent se retourner contre nous du point de vue des objectifs politiques qu'on se fixe, qui sont ceux de l'égalité d'accès aux services publics. Vous avez des mairies, par exemple la métropole de Montpellier, il y a 2 ans, a mis en place la gratuité des transports métropolitains, mais ça s'est fait à budget en gros constant, si bien qu'ils ont financé la gratuité par le fait qu'ils ont supprimé des lignes, et notamment les quartiers les plus excentrés, parce qu'ils savent bien, je vais dire un peu les trucs cash, mais bon, ceux à qui on supprime les lignes, si vous le faites dans les quartiers dans les quartiers où les gens votent le moins, eh ben c'est un peu plus indolore à l'élection municipale suivante. C'est ça qu'ils ont fait à Montpellier. Voilà. Du coup, nous, on défend bien sûr l'objectif d'aller vers la gratuité, mais on préfère le faire par étapes, plutôt que de mettre en place la gratuité, mais en réalité exclure de la mobilité des personnes. Bon, voilà, je voulais développer un petit peu sur les transports. Je veux dire un mot des déchets, puis j'en arriverai à la fin. Les déchets, c'est également une compétence importante des communes. Qui sont bon, alors parfois c'est délégué à la communauté de communes ou parfois à un syndicat mixte à l'échelle de plusieurs communes, voire même pourquoi pas dans les départements très ruraux, le traitement des déchets ménagers se sont transférés à un syndicat mixte carrément à l'échelle départementale, mais à la base c'est les communes, donc les élus municipaux qui prennent les décisions. La planification écologique, c'est aussi reprendre en main ce que nous produisons, ce que nous échangeons, ce que nous consommons et donc au final ce que nous jetons. Je disais, les déchets, c'est une compétence essentielle des collectivités qui sont responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Comme l'eau, c'est un secteur qui est très fortement soumis à la rapacité des industriels. Et on est dans un paradoxe qui est que la loi prévoit plutôt des choses ambitieuses. Normalement, il y a une obligation de diminuer la quantité globale de déchets. Il y a une obligation de trier de façon séparée les ordures ménagères et les biodéchets. Il y a obligation de traiter le plus à la source possible, normalement, les déchets, notamment les biodéchets, par des politiques pour le compostage individuel, collectif. Mais c'est des industriels qui gèrent ce secteur et eux, ils ont un intérêt inverse. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à maximiser les volumes qui finissent dans les centres de tri, puis dans les centres de traitement, dans les centres d'enfouissement et dans les incinérateurs. Donc il y a 2 logiques qui s'affrontent. L'intérêt général et la loi qui poussent plutôt à réduire les déchets, et les industriels du secteur qui poussent plutôt à maximiser les déchets qui finissent dans des monstres industriels. Et leur but, bon, c'est la rentabilité. En considérant le déchet, souvent, c'est leur langage, considérer le déchet comme une matière première, comme une ressource, permettant, alors c'est souvent par des procédés de valorisation énergétique, soit par la méthanisation pour les biodéchets
ou par l'incinération pour les déchets qu'on dit ultimes, c'est-à-dire qu'on peut pas recycler. Et nous, c'est pas notre logique du tout. Nous, on est pour aller vers le zéro déchet, et y compris, on remet en cause le dogme du recyclage. Vous savez que le recyclage, quand on vous dit recyclage pour plastique, tout ça, on vous fait trier dans les poubelles jaunes, tout ça marche très mal. Très mal. Là, quand vous mettez une tonne de plastique, au bout du compte, je ne sais plus les proportions, je crois que c'est 20% qui au final est réellement recyclé. Voilà. Donc, on n'est pas pour cette logique-là, on est pour une logique inverse, qui est basée sur lutter contre l'obsolescence programmée. Et au niveau local, mettre en place les outils pour réparer, réemployer, réduire les déchets. Je sais que dans le répertoire, il y a 2-3 exemples de ressourceries qui ont été mis en place. Le but étant justement de réemployer les objets et c'est profondément générateur d'emplois. Vous pouvez réparer énormément de choses, notamment dans les biens qui sont nécessaires au quotidien. On ne crée plus d'électroménager français. Par contre, on a encore la compétence pour savoir réparer l'électroménager, même s'il n'est pas produit en France. Vous pouvez faire ça pour le mobilier, l'électroménager, les vélos, les voitures, avec des initiatives autour de garages solidaires, par exemple, permettant de créer des emplois. Et souvent, ces ressourceries permettent aussi de faire un lien avec la possibilité pour les communes ou des quartiers de candidater à l'expérimentation territoire zéro chômeur, qui permet justement de créer des emplois en dehors de la sphère marchande et de la sphère du marché. L'idée étant, plutôt que de distribuer des allocations sociales, de définir des emplois à partir des compétences des gens et des besoins du territoire. Et c'est vrai que les besoins du territoire, des villes, des quartiers en matière d'écologie, de réemploi, ils peuvent être très importants. Et du coup, c'est un bon moyen à la fois de créer des ressourceries et de candidater au territoire zéro chômeur. Bon, c'est un dispositif d'État, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Mais souvent, ça répond notamment aux besoins pour les territoires politiques de la ville et les territoires qui sont marqués par certains vecteurs discriminants socialement. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Je cite juste les thèmes que j'ai laissés de côté pour vous donner envie de lire le livre. En matière d'écologie, tout ce qui est lié à la canicule, aux épisodes caniculaires extrêmes, à la lutte contre l'étalement urbain et pour le retour de la nature en ville, avec des exemples par exemple de maires insoumis qui ont mis en place des villages comestibles, c'est-à-dire pour permettre aux gens librement de planter des arbres fruitiers et des légumes et de façon collectiviste en fait. Bon, si on dit les termes tels qu'ils sont, c'est ça. Je laisse de côté l'agriculture bio, les cantines scolaires, le droit à la nuit, la défense du petit commerce. Mais évidemment, c'est dans le livre, puis ça peut faire l'objet de l'échange que l'on aura dans un second temps. Voilà, merci. Merci à vous quatre pour cette présentation. Avant de passer à un petit échange, juste quelques points de conclusion. Donc, vous l'aurez compris, c'est un outil important pour cette campagne électorale parce qu'encore une fois, ça donne à voir les innovations et les bouleversements que les Insoumis sont capables de mettre en place à l'échelle de la commune. C'est une étape importante pour nous en tant que jeune mouvement. On fêtera nos 10 ans en mars 2026 et notre objectif, c'est de s'inscrire dans cet héritage de diverses expériences qui, au fur et à mesure des décennies qui ont précédé, ont permis de mener des innovations dans l'action municipale qui ont souvent précédé des innovations au niveau national. Moi, par exemple, je viens de Besançon. À Besançon, c'est là qu'a été créé le RMI dans les années 80. Et à chaque fois qu'on a eu des innovations municipales, communales, eh bien, ensuite, elles se sont transposées dans la société. Et c'est dans ce cadre-là qu'on doit inscrire notre action. Et donc, parce que le mouvement insoumis prend au sérieux cette élection, parce qu'on veut changer véritablement la vie des gens en déclinant localement notre programme, eh bien, on vous fournit un certain nombre d'outils. Donc, ce répertoire qu'on vous invite à vous procurer, il coûte juste 3 €. Ils sont là disponibles pour vous à la fin de cette conférence et ils sont également disponibles au stand du réseau des élus. Ça fait partie des outils. Il y a d'autres outils qui sont à votre disposition. La boîte à outils programmatique qui est déjà sur le site. Vous avez également une boîte à outils implication citoyenne qui vous donne des exemples d'enquêtes, de questionnaires.
qui vous permettent de mener des actions comme les a développées Cyrine. Il y a un memento du candidat également. Vous avez dû voir pendant ce printemps qu'on a organisé également des visios nationales où on a eu des témoignages d'élus, où on vous a présenté ces outils. On a eu d'ailleurs le témoignage de Damien Carême qui est juste là et que je remercie et qu'on va solliciter à nouveau pour d'autres visios, puisqu'il y a eu ces outils et vous allez avoir de nouveaux outils qui vont vous être proposés à partir de la rentrée. On va continuer les cycles de visio en vous proposant des thématiques et il y aura également des formations en présentiel qui seront proposées par l'Institut Labo ici. Et puis, durant ces amphis, l'échéance municipale est également très présente puisque vous avez dû voir dans le programme qu'il y a un parcours municipal. Donc, il y a 11 conférences sur la question des municipales. Il y en a 4 aujourd'hui, dont celle-ci. Il y en a 3 demain, 4 samedi. Donc, je ne vais pas vous les détailler parce que vous les avez dans le programme, mais on vous invite vraiment à y participer, dont une tout à l'heure avec Jean-Luc ici même. On sera également, nous, à nouveau les 4 sur une autre conférence tout à l'heure pour parler plutôt la campagne municipale. Donc, voilà, autant d'outils à votre service et vous avez également accès. Et j'en terminerai là-dessus. Dans le Palais des Congrès, la dernière salle qui est la salle Nathalie Lemel, c'est une salle dans laquelle il y a la formation des élus qui est organisée. Donc là, c'est notre partenaire de formation qui est le formateur des collectivités. On aura l'occasion d'en reparler quand vous serez élu, puisqu'on vous incitera à vous former, puisqu'en tant qu'élu insoumis, il faudra vous former. Donc on a un institut partenaire qui est le formateur des collectivités, qui propose des formations aux élus. Et donc, il y a un programme de formation qui a lieu pendant tous ces amphis, qui est ouvert aux élus insoumis et citoyens, mais également à tous les militants. Donc n'hésitez pas, le programme est également dans le programme des amphis. On vous invite également à y participer, bien évidemment. Voilà. Oui. Non. Désolée, non, pas de contre-marque pour ceci. Donc on va lancer la discussion, répondre à vos questions. On a encore une vingtaine de minutes pour parler de ces répertoires. Et merci à Marilyn qui va s'occuper du micro, on peut l'applaudir aussi. Salut, c'était pour Bruno Fiallo du GA Paris 18e, mais je suis aussi co-animateur du groupe de travail pour la sécurité sociale de l'alimentation. C'est pour vous dire que c'est un sujet qui est très prégnant aujourd'hui dans notre pays, au point qu'il y a plus d'une quarantaine de territoires qui l'expérimentent. Vous pouvez aller voir, hein, Montpellier, Belfort, enfin il y en a un peu partout, à Bordeaux. Et ça fait partie de nos engagements municipaux. Ne pas oublier que les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation sont un moyen pour transformer l'ensemble de notre rapport à l'alimentation par le biais du levier des cantines scolaires et des EHPAD, des cantines de service public, mais au-delà de ça, d'être une participation démocratique des citoyens à leur propre alimentation par des conventionnements avec les agriculteurs, avec les magasins, avec les transformateurs, avec toute la filière, tout le système de l'alimentation et donc de transformer nos territoires avec une idée, c'est qu'il y ait une distribution donc des caisses financières, de financement, des chèques, où il faut voir comment, selon les territoires, comment vous pouvez le faire, pour financer donc l'accès à l'alimentation bio et de qualité à tous les habitants, en particulier dans les quartiers populaires, où ces habitants eux-mêmes prennent en main les conventionnements qu'ils font avec les agriculteurs et avec les magasins de leur territoire, voire qui créent eux-mêmes des coopératives avec les agriculteurs de distribution d'alimentation bio pour les quartiers et pour les villages. Voilà, je vais vite, mais il faut en tenir compte parce que c'est dans beaucoup de territoires. Ça fait partie de leviers de transformation, de leviers insoumis de transformation de nos territoires et de transformation de la société dans son ensemble. Oui, bonjour. Donc, je pense que les municipales, ce qu'il faut surtout noter, à mon avis, c'est la manière dont on se démarque des autres listes
qui vont bon an mal an, je dirais, parler d'écologie, parler d'aide à la population, etc. Et par exemple, moi je voudrais donner un exemple très précis sur ce que nous avons l'intention de faire sur la ville de Libourne, 30 000 habitants. Nous sommes partis en disant Libourne s'engage pour la paix. Et l'économie de guerre ruinera tous nos budgets. Et sur cette orientation, en 3 semaines, alors que nous avions 0 patate, on a eu 62 noms, 37 noms pour une liste de 35. Donc, on a séduit la population. Et je pense que dans une campagne municipale, c'est ce qu'il faut regarder avant toute chose. Ensuite, sur les exposés qui ont été donnés, il me semble que ne sont pas apparues les contraintes qui sont soumises aux communes. C'est-à-dire que l'eau, par exemple, sur notre commune, c'est un syndicat, ça échappe à la commune. Les poubelles, ça échappe à la commune. Les transports, ça échappe à la commune. Il y a énormément de choses qui échappent à la commune. C'est comment, dans ce contexte-là, la commune va pouvoir mettre en œuvre une remunicipalisation des eaux. Souvent de fois, ça ne se présente pas sous cet aspect-là totalement. Donc, il faut voir quelles alliances on noue, quelles alliances on ne noue pas, ou quelles batailles politiques on mène. Je dirais quelle bataille politique on mène au sein des communautés de communes ou des agglos pour dire il faut remunicipaliser. Tout ça n'apparaît pas, je dirais, dans l'exposé. Il me semble que c'est assez déterminant parce que sinon, on peut s'engager sur le fait de dire on va pas une commune, mais on va gérer les choses, je dirais, telles qu'on l'a décrite. Et en fait, les contraintes peut-être ne nous le permettront pas. Ça sera une véritable bataille politique qu'il faudra mener dans les communes. On va prendre une femme. Bonjour. Oui, du coup, j'avais une question qui prolonge un peu celle du camarade sur les contraintes. Effectivement, dans l'exposé, dans vos exposés, on peut pas, vous ne pouviez pas tout dire. J'espère que ça l'aide dans le livre. Mais quels sont aussi les leviers, voilà, c'est un peu la question qui fâche, mais budgétaires, parce que les communes n'ont pas forcément beaucoup de ressources propres. Elles sont dépendantes des dotations de l'État qui baissent, des dotations des départements qui baissent, et donc toutes les mesures on est ok, mais elles ont un coût. Donc je ne sais pas, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, dans telle commune ils ont fait ça, mais du coup qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, sur quoi ils ont enlevé pour pouvoir financer la gratuité de la cantine, le SMIC à 1 600 € pour tous les agents, etc., etc. Parce que sinon, effectivement, on est exposé à des remarques de dire en fait, vous êtes des Pères Noël et vous n'avez pas les pieds sur terre. Et ça, c'est aussi des outils de formation, je pense, qui sont importants pour nous, qui allons mener aussi la bataille là-dessus, quoi. Moi, je veux bien répondre à la question d'avant. Je laisse de côté économie de paix, économie de guerre. Enfin, je pense que si vous avez lancé avec cet angle-là localement et que vous avez du monde qui vient avec vous, c'est très bien. Je veux juste réagir sur ce que tu as évoqué autour de l'idée, en gros, que puisque des compétences ont été transférées à l'intercommunalité, tu as cité les déchets, l'eau, on pourrait citer les transports, on pourrait citer le développement économique. Bon. Il n'est pas possible pour la commune en fait d'avoir une prise. Une ou deux remarques par rapport à ça. Là on peut le dire clairement, nous ne sommes pas favorables à continuer à transférer en permanence les compétences et les moyens financiers au niveau des intercommunalités parce qu'évidemment, au bout du compte, ça vide les communes de leur substance démocratique, puisqu'il ne peut pas y avoir de vie démocratique à l'échelle d'une commune s'il n'y a pas les moyens, les compétences et les moyens budgétaires. Voilà. Dans le même temps, on ne peut pas dire que ça ne concerne pas les élections municipales, parce que, et là, je veux le dire clairement, pour que ce soit compris si ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais l'élection municipale, c'est aussi l'élection à l'intercommunalité. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir des programmes municipaux qui ne parlent que des compétences municipales. Au contraire, puisque la plupart des compétences très importantes ont été transférées à l'intercommunalité, c'est justement à l'élection municipale qu'il faut avoir un programme qui parle aussi des sujets intercommunaux. Il ne faut surtout pas différencier les deux échelons. Parce que sinon, vous allez complètement perdre le citoyen, pour le coup.
si vous voulez mettre dans votre programme la gratuité des transports en commun, ben c'est à l'élection municipale qu'il faut le défendre. Bon. Et deuxièmement, je sais bien qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres. Par exemple, dans les territoires à la campagne, souvent, vous avez une intercommunalité qui comprend 10, 12 communes. Il faut travailler un projet à cette échelle-là. Mais dans les zones plus urbaines, c'est ce qu'il faut faire aussi. Et il faut essayer, pour ce qui concerne Libourne, j'imagine que ça doit être dans l'intercommunalité girondine. Bon, il faut un programme à l'échelle de l'intercommunalité sur les sujets qui relèvent de cette compétence-là. Quand c'est possible. Mais en tout cas, c'est à l'élection municipale que vous devez le porter. Et si jamais vous n'arrivez... Je sais bien que vous n'arriverez pas forcément à faire des listes dans toutes les communes de la communauté urbaine de Bordeaux. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut s'interdire d'avoir 3 ou 4 listes à l'échelle de la communauté urbaine de Bordeaux qui défendent des points programmatiques en commun à cette échelle-là. Notamment sur les trans... Voilà. C'est une moyenne, c'est le seul moyen de s'en sortir. Parce que si vous faites une campagne municipale juste en parlant des termes, des compétences de la mairie, vous allez être très limité, quoi. Voilà. Donc d'un point de vue technique, si c'est pas clair pour tout le monde, sur le bulletin de vote et la liste que vous allez déposer, par exemple, Libourne, j'en sais rien, doit y avoir quelque chose comme 35 ou 40 candidats à l'élection municipale pour faire une liste. Mais sur ce bulletin de vote, vous devrez flécher les personnes qui sont également candidates pour siéger à l'intercommunalité. Donc c'est un même bulletin de vote, l'élection municipale et l'élection intercommunale. Et donc le programme à l'échelle intercommunale, il se porte aussi à l'échelle municipale. Voilà. Et donc les sujets, il ne faut surtout pas les différencier, il faut au contraire les lier. Sur l'aspect budgétaire, toutes les mesures qui ont été présentées dans ce répertoire sont des mesures qui ont été mises en place par des élus insoumis. Donc ça veut dire que ce sont des mesures qui ont été financées par les budgets des collectivités, donc qui peuvent être mis en place. Ça, c'est déjà un premier point. Sur l'aspect programmatique, sur la boîte à outils programmatique, vous avez aussi une indication par rapport au coût qui est indiqué sur la boîte à outils programmatique. Mais j'insiste sur le fait que ces mesures qui ont été mises en place, ce sont des actions concrètes qui ont été mises en place et qui ont été financées et qui montrent que c'est possible de le faire. Deuxième point, les élus insoumis ne s'inscrivent pas dans le fait d'être des élus de simples gestionnaires de la pénurie. Nous sommes là pour innover et pour mettre en place des grands bouleversements. Et pour ça, on assume de faire des choix politiques. Une gestion budgétaire, c'est faire des choix politiques. Et quand on fait le choix de financer telle ou telle chose, on fait le choix de ne pas financer autre chose. Et je crois qu'il faut qu'on assume et qu'on ne se laisse pas enfermer dans ce débat de « oui, mais il n'y a pas de sous ». Non, on fait des choix politiques. Et je pense que c'est important qu'on assume ça. Et ce que nos élus ont réussi à faire, ça veut dire qu'on peut le faire aussi. Voilà. Et donc, Elisa va aussi compléter en tant que députée. Alors évidemment, la question de l'austérité, c'est un sujet. Bon, il y a la question des choix, comme ça a été dit. Par exemple, la gratuité des transports. Peut-être vaut-il mieux inventer des bus à haute qualité de service plutôt que de coller des trams, vous voyez ? Parce qu'évidemment, le coût ne va pas du tout être le même. Et ce qui empêche parfois, quand les élus ont la volonté, bien sûr, la gratuité des transports, c'est le coût des infrastructures. Donc ça veut dire faire des choix qui sont des choix un peu anticipateurs, et où on réfléchit bien à moyen et long terme sur les conséquences financières en mode de fonctionnement, etc., de nos choix. Après, la question de l'austérité, c'est la question de la bagarre. C'est la seule chose à faire, c'est se bagarrer. Et la grande différence entre hier et aujourd'hui, je sais pas moi, les élus de Grenoble, 2014, catastrophe, les caisses sont vides, très endettées, etc. La décision qui a été prise par rapport à ça, c'est de faire une journée des services morts. Bon, pour le coup, il fallait quand même assumer le truc. Tout a été fermé. Les crèches, les maisons des habitants, tout a été fermé. La seule chose qui n'a pas été fermée, et vous en doutez, c'est les EHPAD communaux et publics. Bon. Et nous, les élus, à ce moment-là, sont allés devant ces équipements, services publics qui étaient fermés, pour expliquer aux gens ce qui s'était passé. On l'a fait.
c'était fondamental sur un plan politique, mais on était un peu tout seul, vous voyez, à le faire. Demain, les choses vont être radicalement différentes. Parce que demain, il y aura des milliers d'élus de la France insoumise, des centaines de maires, et que ça ne sera pas la même chose si tout d'un coup, dans tous les territoires de France, quels qu'ils soient, je dis ça, c'est peut-être une autre forme que ça doit prendre, pouf, on ferme tout. Et on explique pourquoi on ferme. La question de l'austérité, c'est le fait de savoir dire non. Non à l'ANRU avec les projets catastrophiques de suppression, pour aller vite, des HLM et des logements HLM. Non au préfet. Non, évidemment, aux responsables de la police départementale. Puis non, bien évidemment, au gouvernement. Mais sur cet aspect, ça sera la bagarre. Et moi, je suis pour qu'on l'explique aux habitants. Mais non pas en disant on se met les bottes de plomb, mais en disant comme nous ne sommes pas des élus comme les autres, comme nous sommes des élus radicaux, on va pas être tout seul, je ne sais où, là, dans nos tours de TF1 que sont les mairies. Il faudra que les choses se passent avec les habitants. D'où l'intérêt de construire le programme d'emblée tel que ça nous a été proposé. D'où l'intérêt de créer d'emblée de la mobilisation populaire et dire bien aux gens, attends, bon ok, admettons, il y a le maire, la maire insoumise avec son équipe, mais toi, si tu rentres chez toi, on n'y arrivera pas. Et on va continuer de toute façon à avoir besoin de toi. Puis il y a un autre levier, mais il faudrait un peu de temps pour en discuter, je suis désolée, c'est la question du levier fiscal. Mais ça, il faudrait qu'on prenne du temps pour en discuter, parce qu'il y a mille et une manières de faire, hein. On est d'accord. On me fait des signes. Donc, il y a une façon de faire où, d'une manière un peu, non pas arbitraire, mais à l'intérieur de ton conseil municipal, tu dis, allez, pouf, j'augmente la part communale de la taxe foncière. C'est tout ce qui te reste de toute façon. Ça, c'est une façon de faire, bon, qui est un peu brutale, puis qui est quand même pas très juste. Il y a une autre façon de faire, c'est de là aussi mettre le sujet en discussion avec les habitants. Peut-être d'ailleurs, faut-il les faire voter. Ah là là, quelle naïveté. Pas forcément, parce que vous aurez mis en face ce que vous allez faire avec ces crédits supplémentaires. Et si vous êtes sur des logiques telles qu'on les a définies là jusqu'à maintenant, vous comprenez bien que quand vous poussez l'intérêt général, les citoyens peuvent percevoir qu'il y a effectivement un intérêt à faire de cette manière-là. Bon. Et puis, pourquoi pas, parce que maintenant, c'est accepté. Bon, il y a des trucs un peu étranges qui se produisent, mais là, en l'occurrence, ça nous avantage. C'est avoir une situation où, pour ceux qui sont les plus modestes, alors ils sont exonérés ils ont une possibilité via les CCAS. Donc, c'est évidemment la commune qui va prendre en charge cela et qui va dire, en dessous de tel niveau de revenu, dans telle et telle situation, tu ne payeras pas l'augmentation de la part communale de la taxe foncière et c'est la commune qui se substituera aux personnes. Voilà, me semble-t-il. Et avant toute chose, la bagarre. D'abord la bagarre de toutes les manières possibles et imaginables et collectives. Et puis il y a aussi la question, pourquoi pas, du levier fiscal, mais qui demande à être travaillé non pas dans un entre-soi, mais travailler avec les habitants. Puis pourquoi pas un vote? Pas avoir peur du vote, de toute façon. Très rapidement, pour compléter, ce que j'entends, les questions des camarades, et y compris, on se projette. On se projette comme candidat et on se dit, si tu c'est les mots du Père Noël. Du coup, ah bah oui, sur les marches. Et du coup, si tu as cette accusation... Ouais, mais faut aussi qu'ils entendent. Si tu as cette accusation qui t'est faite, comment réagir? Et comment préparer? Et comment être sérieux? Et moi, je trouve ça positif que vous ayez cette inquiétude, parce qu'il faut qu'on soit crédible dans la manière dont on se présente devant les électeurs. Ce qui fait que c'est difficile d'avoir une réponse qui marche partout, c'est que c'est pas la même chose dans la ville de 500 habitants et dans la métropole, etc. La première des choses, c'est que si vous êtes dans un objectif de conquête du pouvoir municipal et que vous ne l'avez pas actuellement, analysez point par point, reprenez les comptes rendus des conseils municipaux, les tableaux qui sont parfois pas accessibles à tous, mais analysez ça collectivement, essayez de trouver des camarades qui peuvent vous y aider. Parce que forcément, on prenait des exemples tout à l'heure. Elisa, par exemple, parlait de la vidéosurveillance. Regardez, en 6 ans, combien d'argent a été dépensé par votre collectivité en vidéosurveillance. Tout cet argent-là, vous le récupérez. Regardez le nombre de
d'argent qui a été dépensé pour armer la police, le nombre d'argent qui a été, par exemple, pour financer l'école privée. La loi oblige les collectivités à financer l'école privée. Eh bien, en fait, l'élu insoumis peut s'insoumettre à cela. Dire non au préfet, comme le disait Elisa. Il y a des moyens de récupérer de l'argent sur le bilan des sortants. Et ensuite, regardez aussi les grands projets qui parfois sont inutiles, qui parfois sont déraisonnables, qui ont été menés par des majorités sortantes. Je prends un exemple parce que pour pouvoir construire le contre-argumentaire, ça pourra être que dans les villes dans lesquelles vous êtes que vous allez faire l'analyse et trouver des arguments. Je prends donc l'exemple de la ville dans laquelle je vis, Rouen. Rouen, eh bien, le maire qu'on connaît, qui est Nicolas Maillé-Rossignol, eh bien, souvent, c'était pas possible. La gratuité des transports, il en avait pris l'engagement, mais il ne l'a fait que le samedi, etc., parce qu'il n'y avait pas l'argent dans les caisses. Et puis, là, il y a quelques semaines, début juin, je crois, il fait un communiqué pour dire qu'il va faire voter un spectacle le 14 juillet, coordonné par Thomas Joly, qui a fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc un truc grandiose, un peu une deuxième cérémonie d'ouverture 1 an plus tard à Rouen. Un spectacle gratuit. Donc ça, c'est bien. Il prévient début juin et ça allait coûter 11 millions d'euros pour 90 minutes de spectacle. Et ça, il te le propose. Et du coup, on lui dit, mais comment c'est possible? Et comme on est en fin de mandat, bah là, il te dit, bah, les finances, elles sont saines, c'est possible. Parce que c'était aussi, vous voyez, à 1 an des élections municipales, mettre Rouen en avant, etc. Ça avait aussi un intérêt électoral. Il faut les regarder aussi dans ces détails-là et dans ce qui va être fait ici. Moi, par exemple, je ne sais pas si vous avez pris des vacances cet été, j'espère que oui, je vous le souhaite. Et si vous êtes allé en France. Moi, j'ai pas mal bougé en France. Et ben, le pays, il est en travaux cet été, mais comme jamais. Parce que là, ils sont en train de faire tous les trucs qu'ils n'ont pas fait pendant 6 ans pour dire, regardez, mais oui, madame machin, regardez, on a refait la route là, regardez, on a refait. Ils ont l'argent là, pour pouvoir dire, on gonfle un peu le bilan avant la réélection l'année prochaine. Donc je pense qu'il faut aller dans le détail. Je dis pas que ça va être facile partout. Peut-être qu'il y a des villes dans lesquelles, franchement, la situation financière, elle est hyper compliquée et qu'appliquer le programme insoumis en intégralité, ce sera pas possible en 6 ans, on peut se le dire. Mais il y a aussi plein de choses sur, déjà, des trucs gratuits, parce que être des démocrates, c'est gratuit, même si ça peut coûter, la démocratie participative, de mettre en place des choses, etc., ça peut coûter un peu d'argent, mais c'est pas les dépenses les plus fortes. Il y a des choses que l'on peut faire. Et comme on disait, on part des besoins des gens. Et donc, on a parlé de l'impôt. Je pense que sur la fiscalité, on a parlé des visios, ce serait peut-être bien qu'il y ait une visio spécifique sur la question de la fiscalité municipale pour que tout le monde puisse être au fait là-dessus, donc on peut le noter. Deuxième aspect, par exemple, moi je ne suis pas spécialiste de tous les sujets, mais en tant qu'insoumis, je vous donne ma réflexion de militant de base, quoi. Moi, je me dis, si les gens ils crèvent la dalle dans la ville que je gouverne, bah, est-ce qu'on va pas creuser la dette un peu de la ville pour trouver des solutions pour que les gens ne crèvent plus la dalle? Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on est élu insoumis, on ne se couche pas le soir avec des gens qui crèvent la dalle alors qu'on les gouverne. Donc, comment on fait ça? Comment on crée de la dette? Comment on crée de l'emprunt? Comment on fait pour changer la vie des gens malgré toute la merde qu'ils nous prévoient depuis des décennies contre laquelle il va falloir, dans tous les cas, comme le disait Elisa, qu'on se batte? Et juste pour terminer, je dirais que les insoumis ont les défauts de leur qualité. C'est-à-dire qu'on veut toujours faire un maximum et bien faire et on veut être prêt à 100% dès le début. Je pense qu'il faut se dire aussi qu'effectivement, il va y avoir des visios sur les questions de fiscalité, etc., pour vous aider, pour vous former, etc. Mais exercer un mandat, c'est aussi se former tout au long du mandat. Et vous inquiétez pas, tout au long de votre mandat, on vous accompagnera pour vous former sur les questions budgétaires, pour aller justement lire les comptes administratifs, etc. Ne vous dites pas que vous n'êtes légitime à être candidat que si vous vous sentez prêt à 100%. Non, votre formation en tant qu'élu, elle va se faire tout au long de votre mandat et tout au long des différents mandats que vous pourrez faire. Donc voilà, soyons sûrs de ce qu'on défend, soyons fiers de ce qu'on défend et c'est nous qu'allons gagner. Merci. Et dernier point, à l'issue de ce livret, vous avez une petite liste de bouquins qui peuvent aussi vous aider, et notamment sur les questions financières. Il y a un bouquin qui s'appelle F comme finance publique, comme finance locale, pardon, qui peut aussi vous aider et qui sera, on va en mettre quelques exemplaires sur le stand du réseau des élus. Merci et à tout à l'heure.
dire aux gens qu'ils peuvent l'acheter ici.